réponse que tu donnes, on voit si tu es adapté pour le poste ou pas. Et donc, j'en ai fait plusieurs comme ça, je n'ai jamais été acceptée. Donc, à un moment donné, j'ai dû encore une fois sortir de la zone et chercher, réfléchir un peu plus large. Donc, au final, c'est un entretien à, à Mainz que j'ai trouvé le boulot. Donc, je suis allée là-bas une seule fois. J'ai rencontré mon chef et une de mes collègues qui était Il française. faut que nous soyons, en tant qu'étrangers, il faut que nous soyons vraiment compétitifs. Mhm, mhm. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. Si tu as la possibilité de mettre l'anglais de ton côté, tu mets l'anglais de ton côté. Si tu as la possibilité de mettre un master de ton côté, tu mets le master de ton côté. Si tu as la possibilité de mettre les facteurs de ton côté, la grosseur de la boîte, les chiffres d'affaires et ce que les employés disent sur la compagnie, combien la branche de salaire. Tu es déjà au courant de cela. Et là où je suis, là, lorsque j'ai proposé le montage, proposé, là où j'ai eu l'impression, il y a des secteurs en Europe là où les Noirs ne sont pas encore, je ne veux pas dire ne sont pas bienvenus, mais ils ne sont pas encore, on les rencontre pas encore assez rapidement. Mhm. C'est-à-dire que tu te regardes, lorsque tu passes, les gens se tournent, te regardent, lorsque tu parles. Les gens sont étonnés de voir que celui-ci fait quoi ici. On n'a pas encore, on voit rarement. Il y a des secteurs comme ça en Slovaquie, il y a des pays comme ça en Pologne où les Noirs sont encore rares, quoi. Mhm. Avec le Mhm. temps, on s'y fait, on commence, au moins s'il y a l'anglais, l'anglais passe partout. C'est-à-dire, lorsqu'on connaît l'anglais, on peut communiquer avec eux en anglais parce que eux, moi, je parle pas le polonais, eux, ils ne parlent pas l'allemand. Donc, il fallait trouver une langue avec laquelle on pourrait communiquer. C'était l'anglais. On va alors switcher chez Étienne. Étienne, donc, tu décides de faire le master et de chercher le travail en bien suivi. Est-ce que tu as Exactement. trouvé le Oui, il y a travail et tu une fréquentais en parallèle? Ça veut dire que tu travaillais à plein temps, tu fréquentais à plein temps, c'est ça? Et tu as pu gérer les deux comment? Exactement. L'avantage en master, c'est qu'il y a d'abord beaucoup de présentations, il y a beaucoup de travail à faire à la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une présence à l'université qui est vraiment nécessaire. Donc, j'ai joué avec ce détail-là. Oui. Et c'est vrai que c'était pas évident parce qu'il y avait souvent, il y a les pratiques, il faut être sur place. Mhm. Il y a des semestres où j'ai fait des semestres complètement blancs. Je paie le semestre à les frais universitaires, mais je n'y vais pas, juste pour être immatriculé parce que, comme je disais, moi, je suis dans un domaine qui fait beaucoup voyager et je ne pourrais pas, par exemple, en Slovaquie et partir seulement à Bingen pour Ouais. composer un examen. Mhm. Donc, j'ai toujours dit à mes employeurs que je fais le master parallèlement. Et la fameuse question qu'ils posaient aussi, c'est que comment est-ce que tu réussis à gérer les Mhm. deux? C'est aussi difficile aussi de m'employer aussi par cela, quoi. Mais j'ai toujours eu à présenter la chose comme quelque chose qui ne sera pas un handicap pour le boulot. Mhm. Je vois. Et ça va, comme moi je dis, il faut juste organiser et trouver un jour libre où parce que je vis maintenant à combien? Environ 300 kilomètres de mon université. Donc, souvent, Oh. je me rends à 5 heures pour aller Ouais. composer à 8 heures. C'est le plus difficile a été fait, c'est-à-dire composer, finir toutes les matières. Et c'est possible de gérer les deux. C'est possible de gérer les deux. C'est nécessaire, même. Je crois qu'on doit vraiment être. Peut-être on veut la main d'œuvre, une main d'œuvre qualifiée. Ce qui est important, c'est la pratique qu'au diplôme. Mais il faut que nous soyons, en tant qu'étrangers, il faut que nous soyons vraiment compétitifs. Mhm. Mhm. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. Si tu as la possibilité de mettre l'anglais de ton côté, tu mets l'anglais de ton côté. Si tu as la possibilité de mettre un master de ton côté, tu mets le master de ton côté. Si tu as la possibilité de mettre les facteurs de ton côté. J'avais toujours ça à Nintendo lorsque je faisais mes choix. Mhm. Je suis Mhm. tombé dans le choix du master. Parallèlement avec le boulot, c'était pas évident, mais jusqu'ici, ça va. Et ça veut dire que tu es encore en plein master ou tu as presque, ou tu as fini? Non, je dois écrire la thèse juste. Ah, ok. Donc, tu es à la fin. Je suis à la Et, fin. ok. Et quand tu as fini ton master, ton employeur qui sait que tu as encore fait un master, est-ce qu'il va te renégocier ton salaire? Vu que pour moi, tu es plus compétent. Oui, Est-ce on que a tu des penses à détails là. ça? Et c'est justement, ça m'a motivé encore parce qu'il y a
on appelle ça un bachelor et l'autre master. On appelle pas. Il y a une différence entre les deux, quoi. Donc, le salaire doit être conséquent, quoi. Un sujet qui a déjà été abordé, c'est quoi. Donc, tu as pensé à recauser à discuter avec ton employeur pour quand tu vas finir le master, c'est ça? Oui, on a déjà eu à causer. On connaît déjà comment ça doit. Ça veut dire qu'actuellement, tu étais d'abord chez ton employeur à Munich. Tu es quitté, tu es maintenant, moi je connais où tu es, mais tu es à Kassel, c'est ça? Ton employeur est à Kassel. Et comment tu fais pour trouver l'employeur chez qui tu es maintenant, où tu travailles actuellement? Le processus de bon, le mot me perd le mot en français. Franck, aide-moi s'il te plaît. Le processus pour postuler. Oui, pour postuler, ça se fait comment? Parce que je sais, par exemple, je sais pas si c'est la même chose, bon, ça doit être la même chose partout, mais comme je t'ai dit, j'ai des amis qui font électrotech. C'est un domaine où il y a beaucoup de gens, mais c'est un domaine aussi où vous pouvez faire beaucoup de choses parce que j'ai des électrotechniciens qui travaillent comme software and là, les électrotechniciens qui travaillent, bon, vous êtes dans différents domaines. Comment tu fais pour choisir le domaine dans lequel tu es maintenant et tu postules là-bas comment? C'est le même domaine dans lequel je travaillais quand j'étais déjà dans le Bayern. OK. Ça s'appelle SPS Programming. On programme les grosses machines qui font un automatisme donc pour fabriquer les produits en série. Ouais. Et je suis revenu ici là tout simplement parce que je voulais me... Je t'interromps un peu. Tu es revenu en ayant trouvé le prochain employeur ou tu es revenu avant de chercher? Non, j'ai trouvé déjà le prochain emploi. J'avais déjà trouvé avant d'arriver. Quand je déménage, c'est parce que je vais travailler dans telle boîte. J'ai déjà négocié quoi. Donc, tu fais l'entretien et puis, il y a un truc que je veux savoir et j'espère que je vais pouvoir poser ça à Eunice aussi. La première négociation de salaire, je dis pas que tu me dises combien tu as négocié, mais est-ce que tu arrives avec confiance, avec expérience pour négocier ton premier salaire? Ça se passe comment? Quand tu prends le recul maintenant, est-ce que tu crois que tu avais bien négocié ou tu crois que tu t'es fait, que ton employeur t'a eu le premier salaire que tu as eu à négocier? Mon premier salaire d'abord, c'est-à-dire le tout premier lorsque j'ai entré avec en plein temps, en fait. Je dis pas dans le parti comme je dis ton premier salaire. Oui. C'est que je voulais entrer dans le monde du travail, c'est-à-dire que ce qu'ils m'ont donné, j'ai pris. Okay. Et je m'étais déjà un peu renseigné aussi sur la boîte, la grosseur de la boîte, les chiffres d'affaires et ce que les employés disent sur la compagnie, combien la branche de salaire. J'étais déjà au courant de cela. Et où je suis là, lorsque j'ai proposé le montant, ils m'ont proposé plus. Donc, quand tu négocies ton premier salaire, tu ne négocies pas ce qu'ils te proposent, tu prends d'abord juste parce que tu veux. Et je demande d'abord, quand tu prends du recul, là maintenant, est-ce que tu crois que tu méritais plus à ce moment-là? Je me dis que c'est ce que je méritais parce que je n'avais pas encore l'expérience professionnelle. Peut-être ce que je dis actuellement était aussi un peu affecté par la recherche de boulot très longtemps pendant la période là. Et peut-être je me suis aussi dit que ok, c'est tellement difficile, je dois prendre d'abord quelque chose pour essayer. Je me dis que je travaille dans cette boîte, j'ai déjà l'expérience pour que je puisse vendre dans le prochain. Je vois un peu. Parce que moi, j'ai l'expérience le premier salaire, je parle honnêtement pour moi, quand j'y pense, je sais que je n'avais pas bien négocié. Si on me remet encore je ne peux pas négocier la même chose. Je me disais que c'était la même chose chez tout le monde parce que moi, je n'avais pas d'expérience et peut-être que j'avais fait l'erreur comme toi, je ne m'étais pas documenté aussi sur comment on négocie un salaire parce que j'étais allé sur Google, j'ai tapé le nom de mon métier, j'ai vu le salaire qu'on disait là-bas et c'était le salaire minimum. Tu vois un peu, ce qu'ils ont mis sur Google, c'était le salaire, voilà. Je me suis dit, bon, ok, s'ils me donnent ça, je suis à la négociation. Et bizarrement, quand ils me demandent combien, parce que ils me demandent combien, je pense. Et c'est pour ça que je dis que je suis convaincu qu'il m'avait entubé, en fait. Parce que quand il me demande combien je veux toucher, je lui dis ça, il me dit, ok. Tu vois un peu. Et dans ce cas-là, tu es sûr tu sais tu sais que tu te fais prendre, en fait. Sa réponse est trop facile. Il a trop vite dit oui. En réalité, c'est... Oui, en fait.
C'est pour ça que tu es sûr qu'on t'a entubé. Oui. Bon, on n'a pas eu de négociation, tu vois. La partie là n'a pas duré. Je lui ai dit, bon, je veux tel somme. Il m'a dit, OK. Il m'a dit, OK, il m'a dit, c'est ce qu'il pensait me donner. Oh, avec le recul, je sais que c'était faux. Parce que quand tu vois après comment tu as négocié les autres salaires, tu vois comment les autres ont fait, tu te dis que, mais, il a mangé derrière toi. Et vu que j'ai même fait 2 ans là-bas, quand je me rappelle, je vois que, bon, il me payait presque rien pour ce que je faisais. Je sais pas si tu vois, mais c'est pour ça que j'ai posé la question. Et j'espère que Nice pourra aussi nous donner son avis sur ça. Moi, j'ai eu à causer aussi avec des gens qui étaient dans le même cas. Beaucoup ont pensé comme toi, Étienne, parce que beaucoup d'entre nous avons aussi cherché le travail je sais pas si c'était le cas pour toi, en temps de Covid. Ce qui fait que on suivait beaucoup que, bon, on a renvoyé telle personne. Tu te dis que, waouh, si tu trouves même d'abord maintenant, tu es béni parce que le moment là, c'était assez difficile. Donc, beaucoup ont eu, et beaucoup d'employeurs ont utilisé ça pour donner des salaires assez bizarres aux gens que je connais. Je parle pour les gens avec qui j'ai eu à causer parce que tu te retrouves avec quelqu'un qui a un master, qui a fait un master et qui avait des très bonnes notes et qui a même de l'expérience, qui touche des sommes bizarres, quoi, des sommes étranges. Et quand tu as de recul, et encore parce que moi, quand j'imagine maintenant, et surtout en conversant en fait avec les Allemands qui arrivent avec la même expérience que l'on avait avant, tu vois les sommes qu'ils touchent, tu te dis, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, et tiens, chez toi, ça veut dire que les salaires étaient fixes et dans le contrat, les salaires se renégociaient après chaque année ou ailleurs, ou alors dans le contrat, il y avait un pourcentage fixe d'augmentation chaque année. Et déjà, il devait avoir un pourcentage augmentant. Ça devait augmenter de manière progressive chaque année. Ah, ok. Et ça, c'est une question assez tabou aussi chez nous. Ton premier, je ne veux pas connaître la somme, mais ton premier salaire, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, Oui, qu'est-ce que tu premier as fait salaire. avec ton premier salaire? Parce que beaucoup, Ça n'a mes fait. amis, beaucoup payent les grosses voitures directement dès qu'ils touchent. Allez, ils partent récupérer une voiture de 6 000 euros, les 8 000 euros, je sais pas trop. Certains partent flamber ça à Ibiza ou à Zanzibar pour un peu célébrer. D'autres envoient à la maman pour dire que maman, merci pour la bénédiction et tout. Je sais pas trop, hein. Si tu es pas obligé de nous dire, mais est-ce que... Je vais te répondre. En fait, alors, il y a ce qu'on appelle le salaka chez nous. Non, je crois que tu connais ce que Oui, c'est. bon, Oui, voilà. bien sûr. On regarde les parents. On dit choses, quoi. Mais la vie n'a pas forcément grandement changé de. En fait, parce que je crois que j'étais, tu vois, un peu l'idée, comme je travaillais et j'étudiais, je travaillais en plein temps et j'étudiais en plein temps. J'avais toujours été un peu Je pensais encore comme un étudiant. Je pensais encore comme un étudiant, c'est-à-dire même la façon où je cherchais la maison, je devais vivre. Les dépenses que je devais faire, c'est qu'il y a certaines dépenses qui ont un peu augmenté, mais je n'ai pas. J'ai essayé d'être le plus humble, le moins dépensé possible. Et ça veut dire que quand je pense, ça veut dire que tu voyageais beaucoup. Ça veut dire que tous tes voyages, ton hôtel était couvert par l'entreprise. Tu n'avais aucune dépense à faire quand tu te déplaçais, c'est ça? Non, c'était pourvu par l'entreprise. Et tu allais dans quel genre de pays, par exemple? J'étais déjà en Pologne, j'étais déjà en Slovaquie, j'étais déjà en Autriche. Ce sont les 3 pays où j'ai été et que j'ai eu le temps de visiter aussi parce qu'il y avait souvent les week-ends comme ça, on travaille souvent de lundi à vendredi. Je suis en Slovaquie, je regarde la Slovaquie pour la Hongrie. Ok, ce n'est pas trop loin. Je prends la voiture avec le collègue, on peut visiter la Hongrie. Donc, j'ai l'occasion de faire des vacances payées par la compagnie. On peut dire comme ça. Ça veut dire que tu voyageais en voiture ou tu voyageais, parce que tu voyageais avec ta voiture jusqu'en Autriche? Non, je voyageais toujours en avion, mais arrivé là-bas, la compagnie avait des voitures qu'elle louait pour nous. Ah, ok. Pour vos que déplacements dans la ville, en fait. Exactement, pour aller au boulot et les achats. Et quand tu arrivais là-bas, ça veut dire que tu partais dans quoi concrètement? On t'envoyait dans d'autres entreprises ou tu partais sur des sites ou tu partais en quoi? Tu faisais quoi concrètement quand tu arrivais là-bas? Quel était ton travail là-bas? Je sais pas, le mot en allemand, c'est Inbetriebnahme, c'est-à-dire qu'on doit faire fonctionner les machines. Il y a des collègues ou même moi, au bureau, j'écris le software qui doit faire tourner les machines. Et après, il faut prendre ces softwares
les mettre dans la machine du client et simuler. En simulant, on voit les erreurs, c'est-à-dire qu'on voit les erreurs, on corrige ces erreurs-là dans le software, on la donne encore, on teste encore. Et après, on essaie d'améliorer le processus. On parle avec le client pour que le client essaie de nous dire ce qu'il en pense, s'il y a des modifications à faire. Et aussi, on doit schoolen, c'est-à-dire qu'on doit enseigner le client ou bien les employés de la barre d'e-commerce ils doivent manipuler les machines. Et après, lorsque tout est fini, il y a ce qu'on appelle le upgrade du projet, le upgrade du machine. Il y a aussi des gens pour l'audit pour tester cela. Et après, une fois qu'on revient en Allemagne, on a encore 2 ou 3 mois là, on doit assister le client encore à distance, c'est-à-dire avec le client encore ne va pas bien, il nous appelle, il essaie de nous expliquer, on essaie de l'éclairer. C'était un peu ça le boulot. Et quand tu es arrivé en Autriche, vu que j'imagine que tu étais le seul étranger, j'imagine que ça se passait bien avec les employés autrichiens, vu que bon, ceux de l'Allemagne te connaissaient déjà. Ceux de là-bas, ça se passait bien? Là où j'ai eu l'impression, il y a des secteurs en Europe là où les Noirs ne sont pas encore, je ne veux pas dire ne sont pas bienvenus, mais ils ne sont pas encore, on les rencontre pas encore assez rapidement. C'est-à-dire que tu te regardes, lorsque tu passes, les gens se tournent, te regardent, lorsque tu parles. Les gens sont étonnés de voir que celui-ci fait quoi ici. On n'a pas encore, on voit rarement. Il y a des secteurs comme ça en Slovaquie, il y a des pays comme ça, en Pologne, où les Noirs sont encore rares, quoi. Avec le temps, on s'y fait, on commence, au moins s'il y a l'anglais, l'anglais passe partout. C'est-à-dire, lorsqu'on connaît l'anglais, on peut communiquer avec eux en anglais parce que eux, moi, je ne parle pas le polonais et eux ne parlent pas l'allemand. Donc, il fallait trouver une langue avec laquelle on pourrait communiquer, c'était l'anglais. Tu n'as pas une anecdote à nous raconter sur ton passage en Pologne ou en Hongrie, sur comment ça s'est passé, sur le regard des gens et tout. Tu n'as rien à nous dire. La Slovaquie, je crois que c'est pas vraiment une anecdote. Je suis allé me balader parce que j'aime me balader, j'aime l'aventure, tout ça. Je suis allé me balader une fois en Slovaquie, seul en forêt. Et j'ai perdu mon téléphone. Je devais rentrer. Puis toi, tu marches des kilomètres, tu ne sais même pas où tu vas, tu espères se retrouver quelqu'un. C'était un jour assez triste, mais je suis arrivé finalement à l'hôtel après plusieurs indications. Bon, c'était ça mon souvenir le plus marquant de mes voyages en mission. Tu as perdu ton téléphone. Ouais. C'est tombé quand tu courais ou qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans ma poche, j'avais un pantalon assez léger. Et lorsque c'est tombé, je ne me suis pas rendu compte quand c'est tombé. J'avais la montre Apple aussi, que j'étais connecté à mon téléphone. Mais apparemment, j'étais même plus dans la zone où, parce qu'il faut être dans une zone pour que ça puisse remarquer. J'avais prévu repartir là-bas le lendemain avec mon collègue slovaque, mais on est reparti, ça n'a rien donné, ça, c'était déjà moi. Et tu n'as pas pu retrouver tes téléphone jusqu'aujourd'hui? Non, jusqu'aujourd'hui, j'ai acheté un nouveau téléphone. Wow. Parce que je sais pas, je me dis que les Apple sont souvent traçables, non? Je sais pas, Framon, tu n'as pas aussi. C'était dans une région où, quand je suis rentré à l'hôtel, je parvenais encore à voir, avec mon Apple Pay, à voir où se trouve le téléphone, tout ça, quand la batterie était encore. Ah oui. Une fois que la batterie est finie, le téléphone s'est éteint. Et là où je connais, j'imagine la zone où ça peut être tombé. Je ne vois pas quelqu'un qui peut arriver. Je suis sûr que le téléphone est toujours là-bas, mais c'est une zone qui est difficilement accessible. Mais c'est assez courageux. Donc, tu es allé en Slovaquie, tu es allé courir en forêt. Je sais pas, bon, je ne veux pas dire c'est un pays raciste, mais c'est un pays, d'après ce que je vois sur le net, c'est un pays, comme tu as dit, qui n'est pas aussi quand même, où il n'y a pas trop qui n'a pas encore la connaissance des Africains. Je me dis, du moins, je me base sur ce que je vois sur le net. Oui, exactement. Donc, moi, personnellement, je n'aurais pas le courage même de marcher tout seul. Peu importe. Donc, je ne sais pas comment c'est passé pour que tu puisses, voilà, mais voilà, ok. On va reprendre Eunice. Eunice, on parlait tout à l'heure il a demandé à Étienne pour comprendre en fait comment il a fait. Parce qu'on va revenir à toi. Quand tu finis ton stage à Bosch, déjà, est-ce que tu restes chez eux ou alors tu changes d'entreprise? Et pourquoi? Non, je reste pas chez Bosch. Quand je finis chez eux,
je leur ai demandé si je pouvais rédiger mon masterarbeit là-bas, s'ils pouvaient me proposer un truc. Ils m'ont dit que malheureusement, ils avaient rien pour moi de ce côté-là. Donc, j'ai commencé à chercher une entreprise où je pourrais faire mon masterarbeit. J'ai pas trouvé d'entreprise. Par contre, j'ai trouvé un autre stage parce que je cherchais une entreprise pour faire le masterarbeit, je n'en trouvais pas et je ne voulais pas me retrouver sans avoir rien à faire en fait. Donc, j'ai trouvé un autre stage cette fois-là chez Mercedes. Et c'était un stage, comment on appelle ça encore? C'est un stage, enfin, il y a deux types de stages, non académiques, je crois. Un stage non académique. Donc, ils m'ont proposé un stage non académique et j'ai pris. En attendant de trouver une entreprise, je continuais à chercher à côté d'une entreprise, je pouvais faire mon masterarbeit. Parce que mon truc, c'est quoi? Étant donné que je n'avais eu comme seule expérience professionnelle que mon stage à Bosch, enfin, expérience professionnelle en Allemagne, que mon stage à Bosch, je me disais, si je dois postuler pour un emploi plus tard, il faudrait que j'ai un peu plus que le stage académique que l'école m'a un peu forcé à faire. Donc, je me suis dit, c'est pas plus mal que je fasse un stage à Mercedes. Donc, j'ai passé 6 mois encore chez Mercedes. Et honnêtement, c'est un stage où je n'ai pas appris grand-chose. Vraiment, c'était un stage. On faisait je passais ma journée à faire des papiers, remplir des formulaires. Ça n'avait rien d'opérationnel comme ce que je faisais vraiment sur le terrain chez Bosch. J'étais assise devant l'ordinateur. Après, il y avait des camions qui venaient, qui devaient signer des papiers. On devait leur remettre certains papiers parce qu'ils devaient passer la douane, parce que tous les trucs qui ont à voir avec le sol, la douane en général, on faisait ça. C'était vraiment très, très ennuyeux. C'était pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Mais comme Mercedes fait toujours joli sur un CV et qu'on trouve toujours les voies et moyens pour décrire les tâches de manière à ce que ça paraisse intéressant. Voilà, donc j'ai fait mes 6 mois là-bas. Et pour finir, j'ai mon masterarbeit, je l'ai fait à la maison. Donc il y a un prof qui a bien voulu me donner un thème et qui a bien voulu me suivre. Donc j'ai fait mon masterarbeit à la maison, tout simplement. J'ai fait mes recherches et puis j'ai rendu mon calcul. On va un peu caler sur toi, vu que Étienne a un peu beaucoup parlé. Et après ton masterarbeit, maintenant, la recherche de travail, en fait. Oui. Vu que tu as fait Bosch, tu as fait Mercedes, deux grosses entreprises dont les CV assez chargés, tu t'orientes comment maintenant pour chercher le travail? Bon, moi, j'ai d'abord limité ma recherche de travail à Stuttgart parce que je voulais faire donc dans le logistic management et je voulais pas sortir de la zone de Stuttgart. Et j'ai postulé, j'ai eu beaucoup de refus. J'ai eu beaucoup d'entretiens également. Et c'était des entretiens qui étaient très, très axés, les tâches même. C'est-à-dire que c'était un peu comme une sorte d'interrogatoire. Non, un peu comme une sorte d'examen. C'est-à-dire qu'on te donne un papier, on te dit, tu es dans telle situation, comment tu fais? Tu es dans telle situation, comment tu fais? Oui. Ah, c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui, c'est-à-dire que précisément, on te pose des questions. Est-ce que tu sais faire ça? Non? Exactement ça, oui, on te dit exactement. Et en fonction de la réponse que tu donnes, on voit si tu es adapté pour le poste ou pas. Et donc, j'en ai fait plusieurs comme ça, je n'ai jamais été acceptée. Donc, à un moment donné, j'ai dû encore une fois sortir de la zone et chercher, réfléchir un peu plus large. Donc, au final, c'est un entretien à Mainz que j'ai trouvé le boulot. Donc, je suis allée là-bas une seule fois. J'ai rencontré mon chef et une de mes collègues qui était française et donc elle venait parce que elle savait un peu comment ça se passe, elle maîtrisait les procédures et puis on avait besoin de quelqu'un qui puisse la remplacer si jamais elle n'est pas là pour gérer la France. Et donc, elle venait pour voir si je passais avec le poste en général. Donc, ça a été très concluant et donc, ils m'ont rappelé peut-être après 2 semaines comme ça pour dire que j'avais eu le poste. Je disais à Étienne tout à l'heure que nous, du moins moi, je lui disais, ça expliquait en fait ma situation, que lors de vu le manque d'expérience que j'avais dans les négociations, lors de ma première négociation de salaire, avec le temps, je vois que je me suis fait entuber.
Bon, toi, vu que peut-être tu avais peut-être l'expérience de ton mari qui travaillait déjà, peut-être, j'imagine, et qui connaissait comment une négociation de salaire se passe, est-ce que tu penses, avec le recul, que le salaire que tu avais à ce moment-là, que tu as eu à ce moment-là, était le bon, ou alors tu as le même avis, tu as le même avis que moi, que tu ne méritais pas, que tu méritais plus? Je méritais définitivement plus. On m'a bien intubé. Je pense qu'on est plusieurs, on est beaucoup, la majorité, nous sommes dans ce cas-là. Ils m'ont correctement intubé. Pour quelqu'un qui avait un master surtout, c'était quelque chose c'était rien du tout, quoi. C'était rien. Et ils m'ont expliqué que oui, ils se basent sur une sorte de charte. Ils ont une charte qui vient de leur, comment on appelle, leur syndicat là. Euh, et puis donc dans leur entreprise, c'était scindé en deux, les Kaufmännische postes, donc les postes à volet commercial et tout, et les autres à volet technique. Et que les personnes qui avaient qui venaient avec un background technique gagnaient mieux compte tenu de leur domaine, leur secteur d'activité. Et que moi, en fait, on me considérait un peu comme les personnes qui ont fait le house building, qui sont arrivées après avoir fait un house building en commerce, économie. Et donc, j'étais mélangée avec eux, peu importe mon master ou quoi. Moi, en vrai, j'avais cherché depuis 8 mois. J'étais fatiguée de chercher. Je voulais un truc où je pouvais commencer quelque part, avoir de l'expérience et ensuite commencer à chercher autour de Stuttgart pour pouvoir, juste pour pouvoir rester à la maison parce qu'il y a un truc dont on ne se rend pas compte quand on n'a jamais traversé ça. Mais quand tu n'arrêtes pas de postuler chaque jour et que tu n'as pas de réponse positive, tu commences à te poser des questions sur toi-même, tu commences à te demander si au final, c'est pas toi le problème. Et, et j'en avais marre de rester dans cette situation-là où je ne pouvais rien planifier, j'en avais marre de rester à la maison. Ah, pour tout te dire, j'avais commencé même à faire des demandes pour des, des boulots, on me disait que j'étais trop qualifiée. C'était vraiment des boulots, genre des petits boulots Ah oui, de j'imagine. mini-jobs, Manœuvre ou en des... attendant de trouver mieux. Et eux, ils ne voulaient pas de moi non plus. Ils estimaient que j'étais trop qualifiée parce que je voulais pas non plus aller porter les cartons. Ils avaient assez porter les cartons comme ça. Je voulais plutôt travailler sur Excel, aider l'entreprise dans tel ou tel truc. Mais même pour ça, ils ne voulaient pas. Donc, quand ils m'ont proposé, en vrai, j'ai pas vraiment négocié. Tout ce que je leur ai dit, c'est que je trouve que c'est trop bas et que peut-être qu'on pourrait faire un truc où ils m'aident à payer mon loyer, tout simplement, parce que, vu que je suis obligée de déménager et que je ne vis pas dans la ville, ça va faire, déjà, en plus d'un salaire qui est bas, ça fait déjà beaucoup trop de charges à mon actif. Donc, s'ils pouvaient juste m'aider pour ça. Et ils étaient d'accord. Ils m'ont dit, ton loyer, c'est combien? C'était une petite chambrette, là. C'était même pas 300 €. Ils ont dit, OK, d'accord, on va prendre ça en charge. Donc, une fois de plus, tu dormais encore loin de ta famille. Oui, Encore, ok, je faisais encore des allers-retours en week-end. Oui. ok, Mm. ok. Tu as dit un truc tout à l'heure que tu en avais marre de porter des cartons. C'est un truc que je ne savais pas si tu faisais ou pas, vu que bon, tu es venu dans le cadre familial, Ah, ton mari travaillait et tout. Je sais que nous tous ici, bon, Étienne, forcément, a eu à faire des boulots moins plaisants pour un peu gagner de l'argent. mhm. Donc, tu as eu à passer par là aussi, c'est ça? Oui, 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 bien sûr. J'ai dû travailler également quand j'étais étudiante, bien sûr. Il y a beaucoup de camarades. J'ai eu ça beaucoup. Il y a plein de camarades qui me disaient, ah, arrête de te foutre de nous. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu es marié, ton mari travaille et tout. Sauf que non, je paye également un loyer, et puis je ne peux pas toujours compter sur ce que mon mari va payer ou va me donner, parce que si je veux m'acheter des vêtements, je peux pas seulement aller gratter le mari, quoi. Genre, j'ai toujours eu ce besoin-là d'avoir mon propre En autonomie. argent, une certaine autonomie, ne pas dépendre totalement de quelqu'un. Donc, Mhm. oui, je partais faire des jobs d'étudiant. Dès qu'on me disait qu'il y avait un job Metz-Francfort, je cours, je rentre, je rattrape le dernier train pour Fulda et je cours pour ça. On était plusieurs, ou bien je faisais je faisais la sécurité et je dormais là-bas, je rentre le matin, ou bien je vais travailler dans une fabrique de biscuits, je travaille à Prima, j'ai porté les cartons comme tout le monde, quoi. Ça a vraiment été Et l'expérience. là, tu es en train de tuer un cliché que beaucoup de gens ont, moi inclus, qui Hum, pensent que, bon, voilà, quand tu arrives,
un homme qui travaille, tu as moins de souffrance que nous les étudiants. Parce que quand tu parles de Messe Francfort, je m'y reconnais. J'ai fait la Messe à Francfort aussi, donc je connais ce que c'est. Tu as un cliché là, en fait, parce que nous, moi, personnellement, je pensais que quand tu arrives, voilà, tu n'as pas besoin de passer par porter les cartons ou dormir ou poursuivre les trains à 5 heures du matin, 7 heures du matin pour entrer. C'est ce que je me disais, donc, mais Non, comme tu tu as n'es pas obligé. Honnêtement, j'aurais pu ne pas le faire parce que j'aurais pu dire que je vais demander à mon mari et tout. Il allait le faire. Mais pour moi, c'était important d'avoir, comme j'ai dit, de pouvoir avoir quand même un petit pactole qui est à moi, D'être que je autonome, peux d'être utiliser. autonome. S'il y a un truc à envoyer au Cameroun de temps en temps, que je puisse le faire, ne serait-ce que, voilà, c'était juste ça pour moi, quoi. Pour que tu sois un peu au même niveau qu'Étienne, j'ai demandé à Étienne tout à l'heure. Je lui ai dit, c'est une question assez tabou aussi chez nous. Quand on touche le premier salaire, qu'est-ce qu'on a fait? Pas de connaître combien c'était, mais au moins ce que tu en as fait, parce que j'ai des amis, comme j'ai dit à Étienne, des gens qui ont flambé dans les voitures, premier salaire, d'autres sont allés à Zanzibar fêter un peu avec le premier salaire. Certains, comme Étienne a dit, il a fait le sadaka un peu, donné un peu à gauche à droite à la famille et tout. Toi, tu peux nous dire ce que tu as, si c'est pas trop indiscret pour toi, hein? Alors moi, quand je commence à travailler, moi j'ai déjà beaucoup de dettes parce que j'ai fait mon permis et il y a des emprunts que j'ai fait pour pouvoir faire pour pouvoir finir. Donc moi j'ai déjà en tête que dès que je commence là, je mets une certaine somme de côté. Donc je suis d'abord entrée dans la tontine. Clairement, j'ai fait une sorte de petit salaka parce que j'ai fait une petite fête à la maison, bon pas fête mais genre petit get together avec des personnes mes proches et d'autres personnes qu'on a invitées. On s'est assis, on a mangé, on a bu, on a été contents. Mais à part ça, j'ai envoyé un peu d'argent au pays. Mais à part ça, vraiment, je mettais la première année, j'ai économisé. Je n'ai plus jamais économisé comme j'ai économisé la première année. Je suis vraiment serré la ceinture. J'avais certains projets, j'avais des trucs que je voulais faire et il fallait que je puisse d'abord rembourser mes dettes. Je n'aime pas les dettes. Donc, il fallait que je rembourse l'argent des gens et ensuite que je puisse mettre assez d'argent de côté pour pouvoir réaliser certains petits projets que j'avais. Donc, oui, il y a eu certains petits trucs que j'ai fait, mais c'était vraiment pas, j'ai pas dépensé tout l'argent du salaire dedans, quoi. Non, pas du Ok. tout.